Bonjour à toutes et à tous et bonsoir pour certains d'entre vous. Merci de vous être connectés à cette réunion. Je suis Loretta Chiapparini, directeur adjoint de la gestion privée internationale. Je suis ici avec Bertrand Cosson, directeur de l'ingénierie patrimoniale, qui fera un point aujourd'hui sur les actualités fiscales pour vous qui êtes à l'étranger. Donc, après cette présentation, vous pourrez poser vos questions. Bertrand et moi, nous serons là pour y répondre. Si toutefois le temps imparti n'était pas suffisant, vous pourrez quand même nous contacter par la suite. Nous vous donnerons nos coordonnées. Tout d'abord, je voulais vous présenter en quelques mots la Banque Transatlantique parce que nous y travaillons tous les deux. La Banque Transatlantique est une banque privée qui fait partie d'un grand groupe, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Comme vous voyez sur ce slide, je voulais vous faire remarquer que la banque a des excellentes notations et également elle est considérée comme une des banques les plus solides et les plus fiables de France. Donc, le contexte international est de plus en plus complexe. Nos clients souhaitent diversifier leur patrimoine à l'international. Ils changent régulièrement de pays, ainsi que les membres de leur famille. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de nos clients partent à l'étranger pour faire leurs études ou bien pour y travailler. Il y a une augmentation des flux entre un pays et l'autre. Il y a de plus en plus de contraintes qui sont réglementaires, politiques, fiscales et juridiques dans les pays. Et puis, en plus, elles changent continuellement. Tout ceci demande une expertise patrimoniale internationale très poussée. Et la Banque Transatlantique est là justement pour répondre à ces besoins. La Banque Transatlantique a un siège unique à Paris. En France, sur le sol national, elle travaille en collaboration avec toutes les agences du groupe, qui sont très nombreuses. Et à l'étranger, elle a ouvert des bureaux de représentation et des banques. Nous sommes présents sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et également l'Amérique du Nord. Bien sûr, nos clients sont partout dans le monde, mais nous avons créé tous ces pôles pour être plus près de nos clients. Qui sont les clients de la Banque Transatlantique? C'est des Français expatriés, des salariés de grands groupes, des chefs d'entreprise qui vivent à l'étranger, des investisseurs, des grandes fortunes établies à l'étranger, les hauts fonctionnaires qui sont des clients historiques de la Banque Transatlantique, également des investisseurs étrangers qui souhaitent avoir accès au marché européen. L'approche de la banque privée n'est pas la même que celle d'une banque des réseaux classiques. Le client, il est au centre d'un pôle d'expertise et il a un interlocuteur unique qui est le banquier privé. Le banquier privé, selon les besoins du client, l'oriente vers des experts qui peuvent être l'ingénierie patrimoniale, la gestion déléguée, l'assurance des biens et personnes. Ça peut être également la gestion des stock options, le private equity, le financement immobilier. Et tout ceci est accompagné, bien sûr, par les experts. Sachant aussi que nos clients c'est-à-dire la Banque Transatlantique respecte toujours la réglementation internationale, elle est très attentive à tous les changements de ce point de vue-là. Voilà, ma présentation est terminée. Je passe la parole à Bertrand Cosson sur les actualités fiscales et je vous dis à tout à l'heure si vous avez des questions. Merci beaucoup Lorenza, merci à l'UFE de me donner la possibilité d'intervenir aujourd'hui avec vous et merci bien évidemment à vous de vous être connectés plutôt nombreux pour la présentation que je vais faire. Donc là, c'est une présentation qu'on a prévue en une 25 minutes pour vous laisser le temps de poser toutes les questions ensuite que
que vous souhaitez. On prétend pas faire le tour en une demi-heure de la fiscalité française, donc on s'est concentré sur la partie actualité. Spécifiquement, comme tout début d'année en France, on a une partie loi de finances pour 2021. Chaque année en France, on a au moins une loi de finances. Avec la crise du Covid, on a même eu quelques lois de finances rectificatives au cours de l'année 2020, mais qui concernaient pour l'essentiel les entreprises et pas les particuliers. Donc là, il n'y a pas de réforme majeure cette année, tant pour les résidents que pour les non-résidents, mais il y a quand même quelques mesures techniques qu'il faut connaître. Ensuite, le deuxième sujet, c'est l'impôt sur le revenu. Vous êtes non-résident, donc vous pouvez être soumis en effet à une fiscalité française sur vos revenus de source française. Et il y a en effet quelques particularités à signaler. Troisième point, les prélèvements sociaux. C'est un sujet sur lequel on a souvent beaucoup de questions, que ce soit de nos clients ou lors des webinaires sur les prélèvements sociaux. Il y a eu une actualité assez forte il y a un an. Il y a encore parfois des contentieux encore sur ce sujet avec l'administration française. Donc on fera le point là-dessus. Et on finira là toujours sur une partie plus immobilière, sur la partie impôt sur la fortune immobilière, savoir si vous êtes concerné ou pas par le nouvel IFI qui s'applique depuis 2018. Et puis un petit focus, parce que là aussi on a beaucoup de questions de nos clients, souvent sur la location meublée, de savoir justement dans quel cas on est locataire meublé professionnel, non professionnel, et quelles sont les conséquences lorsqu'on est non résident. Voilà, donc on attaque sur la partie loi de finances. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de modification fondamentale. Le barème avait été modifié en fait l'année dernière, le barème de l'impôt sur le revenu. Fin 2019 avec une application en 2020. Notamment, ce qui avait été modifié, c'était le deuxième taux qui passait de 14 à 11%. Et pour justement que globalement cette diminution de l'impôt pour les revenus modestes soit neutre, il y avait eu quelques modifications dans les seuils d'imposition. Et vous verrez juste après qu'il y a un seuil qui vous concerne en tant que non-résident, donc il y a quand même eu une modification pour vous aussi là-dessus. Donc globalement, la loi de finances pour 2021 ne modifie pas les taux d'imposition qui avaient été votés il y a un an. Donc vous voyez qu'on est de 11% jusqu'à 45% maximum d'imposition sur les revenus. On verra juste après la spécificité des taux minimums d'imposition pour les non résidents, et ce barème finalement il a juste été revalorisé de 0,2%. Donc concrètement, le barème n'est pas modifié depuis un an, si ce n'est une revalorisation du seuil. Alors en matière justement de non résidents, il y avait une réforme qui avait été en effet d'abord fin 2018, puis l'année dernière fin 2019. Le législateur voulait réformer notamment la partie salaire et retraite et revenus assimilés de sources françaises pour les non-résidents, et notamment comme nous, pour les résidents français, on a une réforme, vous le savez sans doute, du prélèvement à la source qui est rentrée en application en 2019. Là, l'idée, c'était d'aligner l'imposition des salaires et assimilés des non-résidents sur l'imposition des résidents français. Donc, d'avoir une application globalement du même prélèvement à la source. Et finalement, ça devait rentrer en vigueur au début en 2019. Ensuite, ça avait été reporté. Voilà. Et finalement, la loi de finances pour 2020 abandonne et supprime purement et simplement cette réforme. Donc, ça veut dire que globalement, on reste pour ceux qui ont des salaires imposables en France ou des retraites imposables en France, ou voire des gains d'acquisition de stock options ou d'actions gratuites de sources françaises imposables en France. On reste toujours sur les mêmes principes d'imposition, c'est-à-dire d'abord une retenue à la source,
vous voyez les taux à l'écran, un taux de 0% quand le revenu annuel est inférieur à 15 000 euros, un taux de 12% quand le revenu annuel est entre 15 000 et 43 000 euros, et un taux de 20% au-delà de 43 563 euros de revenus annuels. Et jusqu'à la tranche de 12%, c'est-à-dire jusqu'à 43 000 euros de revenus annuels, cette retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que l'employeur ou la caisse de retraite éventuellement a fait la retenue à la source et vous n'avez plus d'autres impôts à payer. Alors que si vous avez plus de 43 500 euros de revenus dans l'année, on vous a pris sur ce qui dépasse les 20% de retenue à la source, mais ce n'est pas libératoire. Ça veut dire que vous devez redéclarer ces revenus pour les soumettre au barème qu'on a vu juste avant, avec éventuellement application des taux minimums d'imposition. Voilà, donc c'est un procédé assez technique, mais que vous connaissez si vous êtes déjà concerné par ce type de revenus. Et donc là, finalement, rien ne change. Voilà, ce qui devait changer avait été reporté et finalement, c'est supprimé. Donc on reste, vous voyez, sur les mêmes principes d'imposition en 2020 et en 2021, et les années suivantes, comme on avait auparavant. Ensuite, ce que modifie aussi la loi de finances pour les non-résidents, alors là, ça peut concerner éventuellement certains résidents dans certains États qui ont du mal parfois à ouvrir des comptes, que ce soit en France ou en tout cas dans la zone dite CEPA. Et donc, des fois, ça pose des soucis pour notamment les prélèvements des impôts quand ils doivent payer des impôts en France. Donc là, il y a une mesure de simplification. On attend juste l'arrêté qui va définir les pays dont les résidents de ces pays pourront en fait directement payer leurs impôts, notamment l'impôt sur le revenu, directement en fait au trésor public. Donc, ce qui ne peut pas se faire par prélèvement pourra se faire en fait par virement directement du non-résident vers le trésor public. Voilà. Donc, pour ceux que ça concerne, ça va simplifier un petit peu les paiements. Les paiements d'impôts. Deuxième point aussi intéressant, j'y reviendrai à la fin, c'est qu'on a aussi un changement sur les règles, les conditions pour les règles sociales en matière de loueur en meublé professionnel. Et vous, en tant que non-résident, quand vous faites de la location meublée, vous pouvez être assez facilement loueur en meublé professionnel et donc rentrer finalement dans ce statut social particulier des indépendants. Et donc la conclusion finalement sur cette loi de finances, vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de modifications pour les non-résidents côté en tout cas particulier. Il y a plus de modifications sur le volet entreprise, mais là aussi sont touchés au taux d'imposition. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions au cours de l'année de clients à la fois résidents et non-résidents en nous disant avec la crise sanitaire, est-ce que les impôts, les taux vont monter? Donc la réponse, en tout cas à l'heure où on parle dans cette loi de finances pour 2021, la réponse est non. Il n'y a pas eu d'augmentation de taux d'imposition ni de remise en cause, vous voyez, tant de la flat tax que ce qu'on verra après, l'impôt sur la fortune immobilière, ni les droits de succession, les droits de donation. On a vraiment eu une stabilité fiscale dans le cadre de cette loi de finances. Donc un point, deuxième sujet, un point plus particulier sur en effet l'impôt sur le revenu. J'ai déjà dit un certain nombre de choses, mais en effet la particularité pour les non-résidents, quand ils ont des revenus de source française taxables donc en France, c'est qu'il y a un taux minimum d'imposition qui s'applique. Et ce taux minimum d'imposition, il a été modifié en effet en 2018, puisqu'auparavant on avait 20% de taux minimum d'imposition. Et depuis 2018, on a rajouté au-delà de maintenant 25 710 euros de revenus 2020, un taux minimum d'imposition de 30%. Donc évidemment, ça peut paraître assez élevé, puisque si on a regardé tout à l'heure, pour un résident français, quand il a moins de 25 000 euros de revenus, il est à 11%. Alors que là, si on est non résident, on est tout de suite à 20%, et lorsqu'on dépasse les 25 710 euros, on est à 30%.
Donc là, ce qu'il ne faut pas oublier pour vous, si vous êtes concerné par ces taux minimums d'imposition qui vous semblent élevés, c'est que vous avez la possibilité d'opter pour ce qu'on appelle le taux moyen d'imposition des non-résidents. C'est-à-dire que vous allez en fait déclarer vos revenus mondiaux, et en fonction de vos revenus mondiaux, si vos revenus mondiaux ne sont pas trop élevés, vous allez pouvoir avoir peut-être un taux moyen d'imposition en France bien sûr, qui va s'appliquer que sur vos revenus de source française, qui peut être plus faible que ces taux minimum d'imposition. Et là, on a eu aussi une précision intéressante quand même de l'administration, là, vous le voyez, du 29 octobre 2020, puisque le texte n'était pas très clair pour éventuellement des gens qui n'auraient que des revenus de source française, pas de revenus étrangers. Est-ce qu'ils peuvent quand même opter pour le taux moyen d'imposition? Et donc la réponse est clairement oui. Si vous n'avez même que des revenus de source française, vous avez cette possibilité d'opter pour ce taux moyen d'imposition. Et puis je vous rappelle aussi dans les règles pratiques que ce taux moyen d'imposition, en effet, il nécessite de déclarer ses revenus mondiaux, mais que vous n'avez depuis maintenant quelques années plus de justificatifs à fournir dans le cadre de cette option et de la déclaration, mais bien évidemment, l'administration fiscale française pourra vous demander les justificatifs ultérieurement, mais en tout cas, vous n'avez plus à fournir de justificatifs, donc c'est quand même plus simple lorsqu'on veut appliquer ce taux moyen d'imposition. Donc l'autre point ensuite dont je voulais parler, je ne sais pas si ça apparaît bien à l'écran. Voilà, c'était la partie aussi, vous êtes non-résident, vous avez des revenus financiers de source française, comment se passe l'imposition? Donc là, le grand changement qu'on a eu, il n'est pas tout récent, il date de 2018 avec l'instauration de la flat tax, qui en effet, hors application bien évidemment des conventions fiscales, il faut toujours regarder en effet la convention fiscale signée entre la France et votre état de résidence, mais globalement, la flat tax avec un taux à 12,8% sur les dividendes est en général plus intéressant que le taux maximum des conventions fiscales. Donc ça veut dire que si vous avez un portefeuille d'actions françaises, a priori, tant l'établissement financier, si c'est une société cotée, que la société elle-même, si c'est une société non cotée, vous allez devoir payer 12,8% de retenue à la source en France. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, le cas échéant, une imposition dans votre état de résidence. Par contre, pour tout ce qui est plus-value de cession de valeur mobilière, dès lors que vous n'avez pas de participation supérieure à 25% dans une société française, vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value. De même, vous êtes exonéré d'impôt sur tous les placements dits à revenu fixe, donc type, par exemple, des livrets bancaires, des intérêts obligataires, ne sont pas soumis à l'impôt en France pour des non-résidents. Et le dernier point sur lequel on a aussi pas mal de questions, c'est les rachats sur contrat d'assurance vie. Je suis non-résident, j'ai des contrats de sources françaises, des contrats avec des compagnies françaises. Comment se passe la partie rachat? Du point de vue français, là aussi, hors convention fiscale, il faut toujours regarder si éventuellement il y a une convention fiscale qui vient diminuer ces taux d'imposition. La petite complexité à gérer maintenant, c'est que, en effet, vous avez une flat tax qui s'applique, mais uniquement sur les primes versées à compter du 26 septembre 2017. Donc, pour tout ce qui a été versé avant, vous avez un taux d'imposition qui dépend de la durée du contrat, notamment 35 les 4 premières années, 15 entre année 4 et année 8, et 7,5% si le contrat à plus de 8 ans. Voilà, donc là, il y a potentiellement un double, si je puis dire, compartiment fiscal, mais qui est en principe géré par la compagnie d'assurance. Quelques focus, parce que c'est vrai que globalement, ce webinaire est plutôt ouvert à des résidents soit moyen-orientaux, soit des pays asiatiques, et on a eu une décision intéressante, notamment avec la Chine l'année dernière, une décision du 9 juin 2020. Et cette décision, même si elle concerne l'ancienne convention avec la Chine,
d'après un certain nombre d'avocats aussi avec qui on travaille, on pourrait quand même en profiter malgré tout avec la nouvelle convention entre la France et la Chine. Que dit cet arrêt? Globalement, il dit que même si vous êtes soumis en Chine que sur une imposition de vos revenus locaux, vous pouvez quand même profiter de la convention fiscale. Et la convention fiscale, c'est vrai qu'elle a moins d'impact aujourd'hui depuis la flat tax qu'auparavant, mais quand même, pour ceux qui auraient des dividendes significatifs, on peut déjà récupérer au moins 2,8% d'impôt sur le revenu par rapport à la flat tax. Vous voyez, et pour ceux qui éventuellement avaient posé des questions auparavant où le prélèvement à la source pouvait être à 30%, donc là évidemment passer de 30 à 10, c'était plus intéressant que passer de 12,8 à 10. Là aussi, a priori, le fait de n'être imposé en Chine que sur des revenus locaux, a priori, ça peut quand même être compatible avec l'application de ce taux conventionnel de 10% qui est plus intéressant que le taux de retenue à la source de droit français. La deuxième décision concerne cette fois la Belgique. Ça vous concerne pas comme pays directement, mais c'est plus pour dire que comment on appréhende le patrimoine immobilier par rapport à notamment la résidence fiscale. Et ce qui est intéressant dans cet arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2020, c'est de dire que c'était des personnes qui étaient résidentes belges et qui avaient un patrimoine immobilier notamment significatif en France. Et donc, le Conseil d'État a reconnu qu'ils étaient résidents belges et pas résidents français, notamment par le fait que ce patrimoine immobilier n'était pas productif de revenus. Et s'il n'est pas productif de revenus, il ne rentre pas en ligne de compte par rapport au centre des intérêts économiques en France. Et comme ces personnes-là avaient des revenus, notamment professionnels en Belgique, ils ont été reconnus, du point de vue en tout cas français, résidents belges et pas résidents français. Et ensuite, il y a eu l'application de la convention fiscale. Mais voilà, tout ça pour dire que lorsqu'on a du patrimoine immobilier en France, s'il n'est pas productif de revenus, a priori, ça peut pas créer une résidence fiscale en France au sens français, on va dire, du droit français du terme. Troisième point sur les prélèvements sociaux. Donc là aussi, ça date en fait d'il y a à peu près maintenant un an, le grand changement sur les prélèvements sociaux. Donc là, vous êtes globalement plutôt résident hors espace économique européen et hors Suisse. Et donc ça veut dire que pour vous, la dernière réforme des prélèvements sociaux globalement ne change rien. Vous êtes toujours soumis à 17,2% de prélèvements sociaux, mais uniquement sur vos revenus fonciers et vos plus-values immobilières de sources françaises. Des fois, on a eu des questions là-dessus. Tout ce qui est revenus financiers, les prélèvements sociaux ne s'appliquent pas pour des non-résidents. Donc, c'est uniquement sur la partie déjà immobilière. Et vous voyez que vous, en effet, en étant soumis à un régime de sécurité sociale hors espace économique européen et hors Suisse, vous ne pouvez pas avoir l'exonération de CSG, CRDS qui est réservée aux résidents de pays européens et de la Suisse. Voilà. Donc là, sachez quand même que on a quelques avocats qui ont des contentieux sur les sujets, justement pour des gens qui sont résidents hors Union européenne, et on attend une décision du Conseil d'État dans les mois qui viennent pour savoir si notamment un investisseur résident d'un État tiers à l'Union européenne peut malgré tout être soumis aux prélèvements sociaux et notamment à la CSG, CRDS. Voilà. Donc jusqu'à présent, les décisions ont toujours été défavorables aux contribuables, mais on attend quand même la position du Conseil d'État, et certains avocats que je connais bien qui s'occupent de ces affaires sont plutôt optimistes. Donc on verra quel est le sens de la décision. Donc dans les deux derniers sujets, dans les 5 minutes qui nous restent, avant de répondre à vos questions, donc l'impôt sur la fortune immobilière, donc là je peux passer assez rapidement parce qu'en effet il n'y a eu aucun changement depuis globalement l'instauration de l'IFI en 2018, donc on est toujours sur le même
barème d'imposition. On est toujours sur le même seuil d'imposition d'avoir au moins 1,3 million de patrimoine immobilier net, donc pour vous, situé en France pour être soumis à l'IFI. Donc, dès lors que vous avez moins d'1,3 million de patrimoine immobilier net, c'est-à-dire net de dette, ben, vous n'êtes pas concerné par l'IFI. Vous êtes concerné uniquement au-delà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de questions là-dessus, notamment pour des personnes qui envisagent d'acheter des biens immobiliers en France. Et c'est vrai que une des façons assez simples de limiter l'impact de l'IFI en France, bah, c'est de mettre une dette bancaire en face de l'actif immobilier. Cette dette bancaire sera déductible de l'IFI puisqu'elle sert à acheter le bien immobilier potentiellement imposable à l'IFI. Et globalement, entre les prêts in fine et les prêts amortissables, puisqu'il y a un retraitement qui est nécessaire à faire pour les prêts dits in fine, c'est-à-dire ceux qu'on rembourse à la fin, moi je considère qu'en général, c'est plus intéressant d'être quand même plutôt sur des prêts amortissables et d'une durée évidemment la plus longue possible, puisque pour que l'amortissement se fasse de manière je dirais, la plus longue possible. Voilà, dernier point de cette présentation sur la location meublée. Comme vous le savez sans doute, si vous êtes concerné par des biens immobiliers locatifs situés en France, globalement en France, on a 3 régimes d'imposition. Soit on fait de la location nue, on est dans le régime fiscal des revenus fonciers. Soit on fait de la location meublée, on est dans le régime fiscal des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. C'est là, en effet, où toute la fiscalité change finalement entre une location nue et une location meublée, parce qu'une location meublée, finalement, ça va être une fiscalité d'entreprise. Et la troisième possibilité, c'est d'investir dans l'immobilier locatif via une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Et là, c'est la société qui va être elle-même redevable de l'impôt selon des règles spécifiques de l'impôt sur les sociétés qui finalement ressemblent un petit peu aux règles de la location meublée, puisque c'est des règles d'entreprise, mais avec un taux d'IS spécifique qui va s'appliquer. Donc, je dirais que pour certains patrimoines significatifs, c'est locatif significatif, c'est clair que le fait d'investir via une société soumise à l'IS en France n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais beaucoup de personnes se posent des questions sur la location meublée. Et notamment, en effet, la location meublée, vous avez 2 statuts, la location meublée non professionnelle et la location meublée professionnelle. Et les conditions de la location meublée professionnelle ont changé très récemment sous l'angle fiscal et donc aussi sous l'angle social. Les 2 conditions pour être loueur en meublé professionnel, c'est d'avoir des recettes supérieures à 23 000 euros annuels et que les recettes excèdent les autres revenus professionnels pour un non-résident imposable en France. Il y a eu la suppression en fait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes non-résident et que vous avez peu ou pas de revenus professionnels imposables en France, dès que vous allez avoir plus de 23 000 euros de recettes de votre location meublée, je dis bien des recettes, c'est pas les revenus taxables, c'est bien les recettes, plus de 23 000 euros de recettes dans l'année de location meublée, vous allez être soumis au statut de loueur en meublé professionnel. Alors, ce statut de loueur en meublé professionnel, il change pas tant de choses que ça en matière d'impôt sur le revenu, sauf éventuellement une imputation des déficits si jamais vous avez des revenus professionnels imposables en France. Mais si c'est pas le cas en matière d'impôt sur le revenu, ça change pas grand-chose. En fait, les 2 gros changements, ça va changer potentiellement votre statut social, c'est-à-dire que au lieu d'être soumis à une fiscalité, éventuellement des prélèvements sociaux sur les revenus ou les plus-values du patrimoine, vous allez être soumis à des prélèvements sociaux sur les revenus professionnels parce que vous allez être considéré comme indépendant. Vous allez devoir faire une déclaration de revenus professionnels, sauf si là aussi vous êtes dans un résident, mais ce qui n'est pas globalement le cas des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, résident et soumis à un régime de sécurité sociale d'un État européen. Donc, si vous êtes hors État européen, vous allez devoir en fait faire une déclaration sociale en France sur ces revenus dits professionnels.
L'autre impact que ça peut avoir un impact sur les plus-values. Mais la difficulté qu'on a sur les plus-values, c'est qu'aujourd'hui, la position de l'administration fiscale n'est pas très claire pour savoir si un non-résident peut être soumis au régime des plus-values professionnelles lorsqu'il vend en fait des biens loués meublés. Et c'est vrai que dans certains cas, le fait d'avoir le statut de loueur en meublé professionnel peut être intéressant parce qu'on peut avoir des régimes d'exonération sur les plus-values professionnelles qu'on n'a pas sur les plus-values privées. Donc là, il y a un petit point en effet d'incertitude sur le régime des plus-values professionnelles. Et donc là, ça peut potentiellement être peut-être contentieux avec l'administration fiscale. Et puis le dernier point, c'est en matière d'impôt sur la fortune immobilière, puisqu'on a, nous, en France, un régime spécifique d'exonération des loueurs en meublé professionnel en matière d'IFI. La difficulté, c'est que il y a deux conditions qui posent un sujet spécifique pour les non-résidents. La première, c'est qu'il faut que les revenus de la location meublée dépassent les revenus professionnels du contribuable. Et là, en matière d'IFI, on ne sait pas si on doit prendre les revenus professionnels français ou les revenus professionnels mondiaux. Il n'y a pas de précision de l'administration là-dessus. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que ça constitue l'activité principale du non-résident. Et là aussi, on précise pas si c'est l'activité principale en France ou est-ce que c'est l'activité principale mondiale. Donc là, évidemment, c'est deux conditions pour un non-résident. Si on doit l'apprécier au niveau mondial, en général, ça pose souci. Et donc, ce qui fait que, en règle générale, un non-résident va avoir du mal à avoir accès à l'exonération des loueurs en meublé professionnels en matière d'IFI. Voilà, j'ai dépassé de quelques minutes, emporté par mes propos. Voilà, j'en ai en tout cas terminé des 5 points que je voulais voir avec vous. Je crois voir que ça suscite pas mal de questions et je vous en remercie. Et donc, on va commencer la séance des questions-réponses, Lorenza et moi-même. Merci à vous pour votre attention et vos questions. Alors, la première question, eh bien, Bertrand, c'est pour toi. Nous allons vendre notre ancienne résidence principale. Peut-on bénéficier d'exonération? Oui, alors là, c'est vrai qu'à la base, quand on devenait non-résident, on n'avait plus l'exonération de la résidence principale. Mais là, il y a eu un changement l'année dernière qui concerne donc les cessions, en fait, à partir du 1er janvier 2019. Donc, si vous souhaitez en ce moment vendre votre résidence principale, vous pouvez le faire, mais globalement, une des conditions, c'est qu'il faut le faire avant le 31 décembre de l'année qui suit le départ. Donc, ça veut dire que si vous avez quitté la France en 2020, vous avez gardé votre résidence principale, vous l'avez pas mise en location, vous l'avez vraiment gardée à votre disposition, vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour la vendre en exonération d'impôt sur la plus-value, comme pour un résident français. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose où il faut faire attention, c'est que c'est pas n'importe quel pays de résidence qui permet cette exonération, c'est qu'il faut que vous soyez dans un pays de résidence qui a signé une convention fiscale avec la France, avec une clause d'assistance au recouvrement. Et là, autant la France a signé beaucoup de conventions fiscales, mais avec une clause d'assistance au recouvrement, c'est plus rare. Donc, il faut vérifier selon votre état de résidence, si on va pouvoir profiter de cette exonération. Alors, deuxième question, mais c'est toujours pour toi, Bertrand. Quelle est la définition exacte d'un non-résident? Je paie mes impôts en France, je suis donc un résident fiscal français, pourtant l'adresse où je paye est SIP non-résident. Alors, la définition, je dirais que pour la plupart des personnes, vous avez à la fois une définition selon les normes françaises, c'est-à-dire si on a son foyer en France, on est résident français, si on a une activité professionnelle principale en France, on est résident français, si on a son centre des intérêts économiques en France, on est résident français. Donc ça, c'est, on va dire, les 3 critères classiques français. Mais après, vous avez les critères de la convention fiscale. C'est-à-dire que si vous êtes résident français selon ces critères, mais vous êtes aussi résident d'un autre État, on va regarder la convention fiscale entre la France et cet État.
Et c'est cette convention fiscale qui va désigner, qui va ce qu'on appelle trancher le conflit de résidence, puisqu'on ne peut pas être résident des deux États, mais on ne peut pas non plus être résident d'aucun des États. Et donc là aussi, il faut regarder la convention fiscale. En général, c'est plutôt le foyer d'habitation permanent qui va des fois trancher le conflit de résidence. Ça peut être des fois le centre des intérêts vitaux qui peut trancher les conflits de résidence. Donc après, tout dépend de votre situation. Alors, une autre question. Quelle fiscalité s'applique pour les stock options reçus dans différents pays? Est-ce celle du pays de résidence lorsque les stock options ont été exercées ou celle du pays de résidence lors de la réception des stock options? Ou c'est une très bonne question, mais très technique. Je vais essayer d'y répondre de manière courte et synthétique. Donc, excusez-moi par avance, mais c'est vrai que ça nécessiterait plus de développement. Globalement, le principe en France et dans la plupart des pays, c'est que le gain d'acquisition sur les stock options, il va être ventilé entre les différents pays d'activité professionnelle. Donc, à la limite, la résidence n'a pas beaucoup d'impact. C'est le lieu d'exercice de l'activité pendant ce qu'on appelle la période de vesting, c'est-à-dire le jour où on vous a attribué ce droit jusqu'au jour où vous pouviez exercer ce droit. Donc c'est plus, voilà, il faut déjà déterminer la période de référence. Et si c'est dans un seul pays, c'est un seul pays qui va taxer. Et si c'est dans plusieurs pays, on va découper la plus-value d'acquisition dans ces différents pays d'exercice de l'activité. Par contre, pour la partie plus-value de cession, en général, la plus-value de cession, là, pour le coup, elle est fiscalisée que dans l'état de résidence au jour de la cession. Alors là, il y a une question un peu complexe. Quelles sont les dispositions d'exonération fiscale pour les résidents français à l'étranger qui rentrent en France? Sur quel type d'impôt? Pour quel montant? Sur quelle durée? C'est un peu long, mais… Donc là, c'est plutôt je pense que vous devez viser le régime des impatriés, c'est ça? Pour des retours en France? J'imagine, oui, que c'est ça. Oui, alors c'est vrai qu'en France, on a en effet depuis maintenant quelques temps un régime dit des impatriés, à la fois en matière d'impôt sur le revenu et à la fois en matière d'impôt sur la fortune immobilière notamment. Et en matière d'impôt sur le revenu, il permet en fait de ne pas être fiscalisé sur ce qu'on appelle la prime d'impatriation, éventuellement aussi sur une partie de l'activité à l'étranger, et ça pendant 8 ans. Donc globalement, on va pouvoir défiscaliser à l'impôt sur le revenu, potentiellement, évidemment avec l'accord de l'employeur et un certain nombre de conditions, mais entre 30 et 50% de la rémunération maximum, 30 à 50% de la rémunération globale. Donc en matière d'impôt sur le revenu et en matière d'IFI, vous avez la possibilité pendant 5 ans de ne pas déclarer votre patrimoine immobilier hors de France, mais uniquement le patrimoine immobilier français. Et là, pour le coup, les conditions IFI sont très simples. Il suffit de ne pas avoir été résident français pendant 5 ans. Donc là, les conditions IFI sont simples. Les conditions impôt sur le revenu et le régime de l'impôt sur le revenu est beaucoup plus complexe. Alors, sur CEG et prélèvements sociaux, faut-il faire appel sur les rejets de réclamations déjà reçus sur ce sujet? Alors, c'est-à-dire sur des réclamations qui ont déjà été… À l'administration, j'imagine. Oui. En effet, normalement, en tout cas l'administration, sur les anciennes, on va dire, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué les prélèvements sociaux, parce qu'il y a eu plusieurs textes de loi qui ont plusieurs fois été combattus en contentieux. Globalement, il faut relancer, en effet, si vous n'avez pas obtenu le remboursement, mais en tout cas sur tout ce qui est lié avant 2018, et que vous, bien sûr, vous remplissez les conditions, notamment d'être résident d'un État, comme je le disais tout à l'heure, soumis à la sécurité sociale d'un État européen. Normalement, les restitutions se font au fil de l'eau. Donc, insistez, mais normalement, vous devriez avoir gain de cause. Très bien. Alors, il y a une question sur quelqu'un qui a raté le début de la présentation. Oui, elle sera mise en ligne, je pense, demain, à mémoire. Voilà. Alors, j'ai une épargne entreprise action qui date de quand j'étais résident en France. En tant que non-résident, si je sors cet argent, il n'est pas soumis à CGCRDS, correct, monsieur? Oui, tout à fait. C'est tout à fait
tout à fait correct. Donc là, on vise le cas de figure, je pense, d'un plan d'épargne entreprise que vous avez constitué. Vous avez quitté la France et vous êtes devenu donc non résident avec ce plan d'épargne entreprise. En effet, le fait d'être non résident fait qu'il y aura pas de prélèvements sociaux puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur des placements financiers et donc il n'y a pas de prélèvements sociaux sur des placements financiers, uniquement sur la partie immobilière. Alors, s'il n'y a pas d'imposition sur les revenus fixes d'obligation, faut-il quand même les déclarer? Non, non, ils sont exonérés de fiscalité. Donc, je donnais l'exemple tout à l'heure des livrets bancaires ou des revenus obligataires. Donc là, il y a pas d'imposition. C'est prévu dans la loi française. Donc là, il n'y a pas de déclaration à faire là-dessus. Alors, il y a une personne qui veut juste une confirmation, Bertrand. En tant que non-résident fiscal en France, on est quand même imposable à l'IFI à partir de 800 K de patrimoine immobilier net. Alors non, c'est en effet le seuil, il est bien à 1,3 million d'euros de patrimoine net, mais le barème, lui, le calcul commence à 800 000. Mais il faut avoir plus d'1,3 million de patrimoine pour rentrer dans le calcul à partir de 800 000. Donc le seuil, c'est pas 800 000, mais 1,3 million, mais le calcul se fait ensuite à partir de 800 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, est-ce que le régime des résidents au Royaume-Uni change avec le Brexit, notamment paiement CSG? Bah, on va dire que en théorie, oui, puisqu'en effet, puisque le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, bah, vous allez passer de la case, si vous vous souvenez de mon tableau, de 7,5% à la case 17,2% sur les prélèvements sociaux, sur les revenus ou les plus-values immobilières. Après, on peut imaginer peut-être que on va avoir des accords peut-être spécifiques entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ou peut-être le Royaume-Uni et la France, peut-être ressortir une convention de bilatérale de sécurité sociale, mais à ma connaissance, à l'heure où on parle, en effet, c'est un des gros changements du point de vue français lié au Brexit. C'est vrai que voilà, les résidents britanniques vont être soumis à plus de prélèvements sociaux sur leurs revenus et plus-values immobilières. Tout à fait. Alors, quel est le régime le plus avantageux pour la location meublée? Ah ben là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment. La location meublée, déjà, est en général plus avantageuse que la location nue, puisqu'on peut déduire plus de charges. Donc, au niveau de l'assiette imposable, en matière d'impôt sur le revenu, c'est mieux de faire de la location meublée que de la location nue. Par contre, entre le statut professionnel et non professionnel, bah, je dirais que ça dépend vraiment de votre situation, un petit peu de votre état de résidence aussi, pour savoir est-ce que ça peut avoir un impact intéressant en matière de prélèvements sociaux, ou au contraire, est-ce que vous allez payer plus de prélèvements sociaux avec le statut de LMP. Donc là, il faut faire une étude un petit peu plus précise. C'est compliqué de répondre de manière générale. Pour l'IR, quel est l'avantage de déclarer nos revenus mondiaux? Ben voilà, l'avantage, c'est si vous avez pas trop de revenus étrangers, ça veut dire qu'au lieu d'avoir les 20 ou les 30% de taux minimum d'imposition, vous allez peut-être avoir un taux justement inférieur à 20 ou inférieur à 30%, hein, peut-être des fois 15 ou 20% de taux moyen, qui sera inférieur au taux de 30%, notamment parce qu'on va prendre aussi en compte, bien évidemment, le quotient familial, etc. Donc, dans le calcul. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les statistiques, maintenant que c'est plus simple d'opter pour le taux moyen d'imposition, on a à peu près 5 fois plus de clients de contribuables, 5 fois plus de contribuables qui optent pour le taux moyen par rapport à il y a quelques années. Donc, ça veut dire quand même que il y a beaucoup de gens qui finalement payaient trop d'impôts sur le revenu en France parce qu'ils ne voulaient pas, ils ne connaissaient pas voilà ce régime du taux moyen d'imposition. Alors, une question pour moi, Bertrand. Oui. Est-ce que la Banque transatlantique financerait des biens détenus par une SCI familiale avec des actionnaires non résidents? Bien sûr que oui, évidemment. Nos clients sont tous
plus souvent non résidents. Donc oui, oui, c'est tout à fait possible. Alors, si, voilà, ça c'est pour toi Bertrand. Si on souhaite acheter une maison secondaire en France, est-il avantageux de créer une SCI? Bah, sur le plan, ça aussi c'est une question qui est ouverte, qui est pas facile à répondre en une minute, mais je vais essayer. La SCI, il n'y a pas véritablement d'avantage fiscal pur à avoir une SCI, puisque comme elle est transparente fiscalement, bah, normalement les revenus, s'il y en a, c'est la même chose. Bon là, si c'est une résidence secondaire, en principe, il n'y a pas de revenus. En matière d'IFI, globalement, le traitement sera le même. Donc la différence essentielle sous l'angle fiscal, c'est qu'on va pouvoir transmettre plus facilement des parts de SCI qu'un bien immobilier, notamment si on veut éviter l'indivision. Ça veut dire qu'on va pouvoir, par exemple, transmettre à ses enfants des parts de SCI, notamment en conservant le pouvoir de gérer cette SCI. Alors que si on est en indivision directement sur le bien, bah c'est vrai qu'il faut l'accord des enfants, par exemple, pour beaucoup de choses. Donc, je dirais que la SCI, c'est plus des arguments, on va dire, juridiques ou de faciliter la transmission de patrimoine que des arguments fiscaux. Et par contre, faites quand même attention à un point, selon votre état de résidence, c'est vrai que la SCI, pour nous, c'est une société, on va dire, transparente fiscalement, mais la transparence fiscale n'est pas toujours reconnue dans tous les pays. Donc c'est vrai qu'on a des fois des états de résidence, je pense, alors ça vous concerne peut-être moins, mais je pense notamment à la Belgique, par exemple, où on sait que ça peut poser des soucis d'avoir éventuellement une SCI qui détient un bien immobilier en France. Donc il faut regarder, en effet, faut vérifier quand même que c'est pas contre-productif dans votre état de résidence. Voilà. Alors, une autre question. Finalement, quel est l'achat le plus intéressant pour un premier petit achat immobilier en France en tant que non-résident? Je comprends un bien meublé. Oui, tout à fait. En effet, si vous faites en effet un premier achat, bah, la location meublée, ça va être assez simple. Vous aurez même la possibilité d'avoir le régime dit micro de la location meublée, c'est-à-dire d'avoir éventuellement un abattement de 50% sur vos revenus locatifs avant de les soumettre à l'impôt, sans avoir à justifier de charges, sans avoir à faire de déclarations compliquées. Donc le régime, là aussi, si vous faites une petite acquisition avec des petits loyers, bah, le régime micro peut être assez intéressant pour vous. En tout cas, il est très simple. Alors, une autre question. Je n'ai jamais travaillé en France et jusqu'à présent, n'ai jamais déclaré de revenus en France. Cependant, je suis en train d'acheter un appartement en France. Est-ce que cela risque de poser un problème? Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas juste un achat immobilier qui fait une résidence en France. Donc après, faut regarder un peu si c'est un bien que vous allez mettre en location. Euh, en règle générale, il faudrait que ça représente l'essentiel de vos revenus, ce bien locatif, pour que on puisse commencer à dire que ça peut créer peut-être un début de résidence fiscale en France. Mais en règle générale, c'est pas suffisant pour modifier une résidence fiscale. Est-il possible de bénéficier du régime d'impatriation si l'on rentre en France pour prendre sa retraite? Pas de contrat de travail donc. Non, non, le régime impatrié impôt sur le revenu nécessite justement, il est réservé aux salariés assimilés. Donc vous ne pourrez pas avoir le régime impatrié impôt sur le revenu. Par contre, vous pourriez avoir le régime impatrié IFI si cela vous intéresse. Parce que là, il n'est pas soumis, le régime IFI, il n'est pas soumis à une condition de contrat de travail. Et peut-être, parce que je vois que le temps s'écoule, même si on a beaucoup de questions et on vous en remercie, peut-être une dernière question. Et puis si vous avez en effet d'autres questions, on voit que des personnes nous ont posé des questions. Vous avez les coordonnées de la Banque Transatlantique avec un email où vous pouvez aussi, vous pourrez poser vos questions éventuellement plus personnelles ou auxquelles on n'a pas pu encore répondre. Donc peut-être une dernière question, Lorenza, pour toi ou pour Oui. moi, comme tu veux. Eh bien, elles sont plutôt pour toi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Pour une SCI, c'est pas. Pour une
Pour une SCI à l'IS détenue par des expatriés, quelle imposition des dividendes? CSG, CRDS? Oui, alors la SCI, en effet, comme elle est soumise à l'IS, elle a sa propre fiscalité. Et lorsqu'elle va distribuer son dividende, bah, globalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En France, on va prendre 12,8%, sauf si la convention avec votre pays diminue ce taux. Par exemple, avec la Chine, on pourrait être à 10% au lieu de 12,8%. Mais la France prendra 12,8% d'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de prélèvements sociaux qui vont s'appliquer. Et ensuite, vous avez le cas échéant, évidemment, votre fiscalité de l'état de résidence si cet état taxe les dividendes de sources étrangères, ce qui, par exemple, à ma connaissance, n'est pas le cas de la Chine, en tout cas pour des résidents non chinois, enfin des nationaux non chinois. Voilà. Bon, très bien. Donc, pour les autres questions, vous aurez nos coordonnées. Donc, nous pourrons vous répondre de toute façon. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Lorenza pour toutes ces questions et cette présentation dynamique de la banque. Merci à vous pour votre participation. Je laisse le mot de la fin à Lorenza. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous tous. Donc, vous aurez demain les slides que nous avons présentés, nos coordonnées. Et donc, j'espère à bientôt à la Banque Transatlantique. Au revoir.